Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'homme le plus pauvre en Belgique et dans le monde est encore et toujours une femme. Elle représente plus de 70% des personnes en situation de pauvreté ou d'appauvrissement en Belgique. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a eu envie de s'intéresser aux mesures d'austérité mises en place par le gouvernement fédéral et qui risquent d'encore accentuer cette situation. Malus pension, suppression des allocations de chômage dans le temps, exclusion des aidants proches, extension des heures d'ouverture des commerces ou encore remise à l'emploi des malades de longue durée, ces mesures vont toucher plus particulièrement les femmes. On détaille tout ça dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Christine Mailly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, on le sait, les mesures d'austérité, elles vont toucher beaucoup de catégories de la population. Et l'idée, évidemment, ici, n'est pas de diviser, de monter les personnes les unes contre les autres. Mais on avait envie de se focaliser sur les femmes aujourd'hui parce qu'on voit qu'elles vont être particulièrement touchées. Elles vont être et elles sont déjà particulièrement touchées. Alors, avant de revenir sur des choses peut-être plus précises, pourquoi finalement les femmes sont-elles plus touchées que les autres ? Mais je pense que les femmes sont plus touchées que les autres par les mesures que les gouvernements sont en train de prendre maintenant, parce que ces mesures s'appliquent sur des droits qui n'étaient pas encore complets, sur des prises en compte de réalités de vie encore totalement sous-estimées. On parle beaucoup de violences faites aux femmes, mais on oublie aussi de dire que les violences faites aux femmes, elles sont souvent dues à des conditions socio-économiques qui conduisent à la dépendance, qui conduisent au fait qu'on soit soumis à quelqu'un d'autre qui décide pour soi et qui peut amplifier les problèmes, que ces violences, elles sont aussi institutionnelles depuis longtemps, lorsqu'on a encore des différentiels de revenus hommes-femmes, lorsqu'on a encore des accessibilités à des emplois qui ne sont pas les mêmes, lorsqu'on a de la discrimination de femmes d'origine étrangère, éventuellement avec des enfants lorsqu'elles cherchent du logement ou lorsqu'elles veulent accéder à l'emploi, etc. Donc on voit bien qu'on a encore un chantier gigantesque à réaliser, même s'il y a eu des progrès au fil des années par rapport au statut des femmes, aux droits des femmes, à leurs conditions de vie socio-économiques, à leur liberté individuelle, au respect de leur corps, à leur intégrité physique et à leur droit de penser librement, en toute autonomie, d'avoir les rapports institutionnels qu'elles veulent avec qui que ce soit, sans hiérarchie qui les empêche d'y accéder, etc. On voit que si on a avancé, on a encore beaucoup à faire. Et ici, on a une série de mesures qui accablent, je veux dire, tout le monde, mais qui évidemment, lorsque les droits n'étaient pas encore complets, qu'on n'est pas au bout du chemin auparavant, dès qu'on dégrade sur un terrain fragile encore comme celui-là, forcément on est dans un accablement instantanément agrandi. Alors d'autant plus que certaines mesures que prennent les gouvernements touche à certaines choses très précises où les femmes étaient encore très fragiles, quand on va parler de flexibilité emploi, etc., alors qu'elles étaient pour une bonne partie dans des temps partiels non choisis déjà, par exemple, ou bien dans des boulots même où elles n'avaient pas un vrai contrat de travail, mais on les considérait au travail. Et puis aujourd'hui, on ampute encore là-dessus. Donc forcément, là, on atteint fortement à leur réalité. Et par ailleurs... Oui. Alors, je vais peut-être juste rebondir sur la question de la flexibilité, parce que c'est vrai qu'il y a la question des temps partiels, mais on voit aussi que, par exemple, on envisage d'élargir les heures d'ouverture jusqu'à 21h dans les magasins, d'autoriser le travail donc après 20h, extension du travail le dimanche. On sait que ce sont les secteurs où les femmes sont très présentes aussi, et donc là aussi ça va avoir un impact parce que les femmes elles doivent souvent aussi gérer la vie de famille, le fait de travailler après 20h, ça pose des problèmes. Oui, tout à fait. En fait c'est un peu comme si notre gouvernement fédéral pour le moment il pensait des mesures théoriques qui arrivent dans la vie des gens, dans une vie toute lisse, organisée, comme si les droits étaient acquis avant, alors que non. On arrive justement, par exemple, avec toute cette flexibilisation du travail et toutes sortes de mesures autour du travail, parce qu'on a aussi les heures supplémentaires défiscalisées, donc qui va être tenté par cela, mais aussi les employeurs qui vont faire pression pour que ce sont plutôt des gens qui sont déjà engagés et qui augmentent leur temps de travail à travers les heures supplémentaires défiscalisées, etc. Eh bien, on arrive sur un terrain où les femmes vont être reprises, je vais dire, dans les
filet augmenté de cette organisation au jour le jour, parfois parce que les horaires, ils sont souvent fluctuants d'un jour à l'autre, avec des nécessités de garder des enfants plus tard le soir, de partir plus tôt le matin, d'avoir des horaires coupés qui vont être intensifiés. On sait qu'on pourra avoir des contrats de travail aujourd'hui en dessous d'un tiers-temps. Avant, on ne pouvait pas faire un contrat de travail en dessous d'un tiers-temps, ce qui était déjà peu de choses. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire à la journée, si on veut, à la semaine, etc. Et donc, alors qu'elle n'était pas encore, je vais dire, stabilisée dans le champ de la législation du travail, ou si elle l'était à travers le droit, pas nécessairement dans la manière dont les employeurs décidaient de leur donner leur place, etc., eh bien là, on a quelque chose qui va fragiliser leurs conditions de travailleuses. Mais leurs conditions de travailleuses, ça va être en effet dans la relation à la vie avec les enfants, dans la relation à la vie avec la famille, et y compris dans la relation à toutes les formes d'aide que des femmes sont obligées d'aller chercher pour arriver à nouer les deux bouts jusqu'à la fin du mois. On a quand même un paquet de familles monoparentales, mais parfois même des familles où il y a deux revenus, y compris le revenu d'une femme. Mais enfin, dans des familles monoparentales, beaucoup de femmes. Et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, même en allant travailler, une partie de ces familles monoparentales doivent aller chercher des colis alimentaires, manger au resto du cœur, négocier avec l'école pour retarder un paiement qui est nécessaire pour l'école, aller trouver le CPS pour une facture santé, énergie, pour remplir la cuve à mazout, etc. Se demander comment faire pour remplacer la voiture, ou peut-être ne pas savoir, ou devoir aller négocier avec un organisme bancaire à caractère social pour avoir un crédit parce qu'on ne sera pas reçu dans une banque traditionnelle, etc. On sait déjà que les femmes... Alors, seules, forcément, elles le portent toutes seules, mais que même en couple, elles sont souvent celles qui prennent la charge des solutions à caractère social, à caractère dit assistentiel, mais qui sont du dépannage indispensable. Et ça va se surajouter à la vie professionnelle qui va bouger dans les types de contrats d'emploi pour certaines d'entre elles. Et puis aussi, n'oublions pas, on a toute une série de mesures qui ont des conséquences en cascade sur le budget des communes. Donc, c'est aussi les femmes qui vont devoir trouver des solutions lorsque demain la garderie va être payante alors qu'elle était gratuite auparavant. Ou le repas va être payant, parce qu'on sait que dans les écoles... Voilà, parce qu'il ne le sera plus. Les taxes pour les immondices qui augmentent, etc., etc. Et donc tout ça dégrade le portefeuille quotidien du ménage. Quand on dégrade le portefeuille quotidien du ménage, on sait aussi que ce sont les femmes, quand elles sont seules, mais aussi parfois dans le ménage, qui doivent être inventives pour essayer de faire un jour un repas qui a l'air différent de celui de la veille et qui ne coûte pas cher, et qui a encore l'air différent de celui de l'avant-veille et qui ne coûte pas cher, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Donc je veux dire, au-delà de ce que ça veut dire dans le portefeuille, au-delà de ce que ça veut dire dans le temps, dans la journée de travail, etc., c'est aussi la charge mentale, la charge morale, la charge psychologique, l'usure de se dire « Ah zut, quoi, il y a un combat de plus qui recommence pour celles qui avaient pu s'éloigner de ça parce qu'il y avait eu certaines améliorations au fil du temps. Et là, on est dans des reculs. On a la même chose avec une dégradation de la gratuité scolaire au-delà des repas, etc. Donc, il y a un peu tout comme ça qui touche aux enfants, qui touche au travail, qui touche aux besoins de première nécessité. Oui, on sait qu'on va toucher aussi au secteur de la petite enfance avec les crèches. Les crèches. Oui. Là aussi, on demande plus de flexibilité, mais avec des crèches qui deviennent aussi plus chères, avec les grands-parents qui ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils doivent aussi travailler plus tard dans le temps, plus tard qu'avant. Exactement. Tout ça s'accumule. Tout ça s'accumule. Et on le voit, vraiment, c'est sur tous les champs. Et c'est ça qui est difficile, je trouve. Il y a une espèce comme ça de violence cumulée par les décisions qui fait une espèce de tenaille écrasante parce que c'est par tous les bouts. Quand on voit que, par exemple, une femme, il y a des hommes aussi, mais parlons des femmes, puisque c'est elles qui nous importent aujourd'hui, qui va être exclue du chômage, qui va se rendre au CPS. C'est terrible à dire, mais elle a intérêt, si elle apprécie ça, à vivre isolée, parce qu'elle serait exclue du chômage, elle aura la garantie d'avoir le revenu d'intégration sociale, sauf si éventuellement les propriétaires, si elle avait beaucoup d'argent sur un compte, mais c'est quand même un peu la rareté parmi les chômeurs qui vont être exclus. Il y en a peu dans ces circonstances-là. Mais si elle vit en couple, alors avec un homme majoritairement, mais parfois avec une femme, une compagne, qui travaille, qui a un revenu qui est supérieur au revenu d'intégration sociale taux ménage, comme on l'appelle, donc autrement dit, en gros supérieur à 1 800 € par mois,
eh bien, cette femme qui était au chômage et qui, malgré le statut cohabitant qu'on combattait, allait quand même chercher 600, 700 ou peut-être 800 euros par mois en chômage cohabitant, eh bien là, elle aura zéro. Elle aura zéro. Donc, du jour au lendemain... Si le compagnon, si le compagnon ou la compagne travaille, c'est zéro. Ah oui, et donc du jour au lendemain, aujourd'hui, et donc quand on dit aura, c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont rendues au CPS depuis le 1er janvier et qui aujourd'hui savent qu'elles ont zéro tous les mois. Zéro tous les mois, c'est zéro. Zéro, ça veut dire que non seulement ça dégrade et ça déséquilibre tout le budget du ménage, parce que c'est beaucoup, quoi. Une chute de 500, 600, 700 euros, pouf, d'un coup. Donc, le déséquilibre, comment est-ce qu'on gère un déséquilibre, qu'est-ce que ça produit comme tension, de quoi va-t-on se priver, est-ce qu'on sait maintenir le même logement, etc. Mais zéro, c'est aussi dépendre à 100% de l'autre pour le moindre euro dont on a besoin. Si je prends la réalité connue par les femmes et non connue par les hommes, qui est que tous les mois il y a des menstruations, tant du moins qu'on n'est pas encore ménopausé, mais ça, c'est pas une image, c'est pas une fiction de dire, c'est demander au conjoint ou à la conjointe l'euro ou les quelques euros pour les protections, pour aller chez le gynéco, pour aller chercher sa pilule. Donc, c'est jusqu'au bout du bout, je veux dire, qu'il y a là une totale dépendance. Et on a déjà des exemples qui vont dans ce sens-là et qui sont problématiques, parce que parfois, évidemment, ça n'arrive pas dans un terrain tout vierge. Mais, oui, et parfois, il y a un terrain de violence, par exemple. Voilà, où on sait que, du coup, la dépendance, quand il y a un terrain de violence, ça empêche tout simplement la femme de partir. Ah, ça l'empêche totalement de partir. Et là, on a déjà quelques exemples qui nous reviennent au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, soit parce que des personnes viennent spontanément nous trouver, qui sont dans cette situation. Alors, soit c'était une situation de conflit où on allait se séparer, etc. Et puis maintenant, comment faire ? Donc, c'est est-ce qu'on va devoir supporter de ne plus s'entendre, mais vivre avec l'autre. Mais on sait comment ça peut être difficile dès qu'il s'agit de partager aussi de l'argent au quotidien. Mais on a aussi deux personnes notamment, qui sont venues nous trouver en disant, moi, il est violent. J'étais déjà soumise à des choses insupportables, où je composais, etc. Mais la somme d'argent que j'avais avec mon chômage en statut cohabitant me donnait une poche de liberté liberté, je mets des guillemets au mot liberté, mais en tout cas une poche de négociation, en quelque sorte, dans le rapport de force entre les personnes. Et là, j'ai zéro. Donc, je deviens moins que rien, je deviens coûteuse, je deviens soumise. Comment est-ce que je peux résister à cette violence-là ? Et puis, comment est-ce que je peux partir ? Parce qu'évidemment, tout ça n'arrive pas dans des ménages. Je disais tout à l'heure, on a un compte épargne à l'aise, on est propriétaire d'une autre maison ailleurs et on pourra aller se réfugier, ou nécessairement on a de la famille dans la proximité et c'est facile. Mais non, ça c'est plutôt, les situations privilégiées, entre guillemets. C'est les exceptions. En fait. Moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses que toutes les autres. Et donc ça, c'est un terrain dramatique. Moi, je pense qu'on va vers un vrai danger en termes d'intensification des violences, de conflictualisation, là où parfois un terrain s'était adouci. C'est ça parfois aussi. Parfois, il y a des choses qui ont été dépassées dans une tension de vie, et puis là, bardaf, il y a ce paquet qui va tomber sur la tête. Alors on va dire, il suffit qu'elle trouve du travail. Évidemment, mais même trouver du travail, quand on est dépendant, quand il y a peu dans le portefeuille, quand c'est encore plus compliqué de gérer les enfants, quand on est confronté au regard de l'extérieur, qui aujourd'hui est quand même terriblement stigmatisant vis-à-vis des chômeurs. Il l'a été pendant toute la campagne électorale, il le reste encore pour le moment. Il y a quand même encore beaucoup de gens, malheureusement, dans notre collectivité qui sont convaincus que les personnes qui sont au chômage ne font pas les efforts qu'il faut, etc., etc. Et donc, ça reste difficile. Donc, il y a tout ce poids de la société, il y a toute cette culpabilité. Moi, je crains aussi, en termes de conséquences, que des femmes acceptent n'importe quel contrat. Or, elles étaient déjà dans un champ où il fallait encore faire évoluer le droit du travail à leur bénéfice, j'ai envie de dire, et leurs conditions contractuelles à leur bénéfice. Je crains terriblement que des femmes vont accepter n'importe quel contrat, à n'importe quel prix, à n'importe quelle distance de chez elles, vont aussi fortement être ressollicitées par le travail au noir, donc avec évidemment aucune protection et tous les risques que ça revêt, etc. Ou bien même vont être contraintes, alors là c'est un comble je trouve, à continuer un travail qu'elles réalisaient, qui là
n'était pas une évolution de la loi auparavant. Je pense à toutes ces femmes qui prestent en heures ALE, comme on appelle ça. Hein? Alors, moi je dis en heures et pas au contrat ALE, parce que les ALE, ça n'a jamais été un contrat. C'est des personnes qui gardaient leur chômage, hein, et qui pouvaient travailler un certain nombre d'heures par mois et toucher une petite somme, 4,10 € de l'heure. Hein. Oui, donc on est des sommes plafonnées dérisoires. à 180 € par mois, additionnés à leur chômage, mais pour aller remplir des missions qui sont absolument indispensables aux familles, aux ménages, aux écoles, etc. Par exemple, dans les ces garderies femmes, des écoles. Voilà, avant d'entrer à l'école, pendant les temps de midi, mercredi après-midi, après 4 heures. Et tout ça est remis en cause aujourd'hui. Alors tout ça est remis en cause. Ah mais non, le gouvernement wallon, par exemple, il a trouvé la solution. Mais quelle solution? Plutôt que de se dire, ah oui, ces femmes sont exclues du chômage, donc elles ne peuvent plus prester dans ce cadre-là. Donc ça fait un problème aux écoles. C'est ça, hein, qu'il y a comme réflexion. Et en effet, c'est un problème, hein, pour les écoles. Je n'en disconviens pas. On aurait pu se dire, est-ce qu'il n'est quand même pas grand temps de se demander si sa femme ne devrait pas avoir un contrat pour le travail qu'elles font, et qu'on reconnaisse ça comme du vrai travail, puisqu'elles sont exclues du chômage. Ça veut dire que ce qu'elles ont fait dans ce cadre-là n'a jamais été considéré comme du travail, hein. C'était comptabilisé comme du chômage. Quelle violence, hein. Il y a des femmes qui font ça depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hein. Et donc c'est pas comptabilisé Pas dans la comptabilisé, pension, donc par exemple. chômage, donc exclusion. Mais on aurait pu se dire, un gouvernement qui est bienveillant vis-à-vis des femmes, il réfléchit alors maintenant comment il leur fait un contrat, puisqu'elles travaillent, puisqu'elles travaillaient, et qu'elles travaillent si elles continuent à le faire. Eh bien non. On a changé la législation pour dire, même si vous êtes exclu du chômage, si vous allez au CPS et que vous avez 0, même dans ces conditions-là, vous pouvez continuer à faire ces heures ALE. Autrement dit, ne plus avoir de chômage et aller travailler pour 180 € par mois, sans contrat de travail qui protège quand vous tombez malade, là, vous n'avez rien, vous n'y allez pas, vous n'avez rien. Vous devez vous déplacer pour aller en véhicule, il n'y a personne qui vous paye vos frais, évidemment. Donc vous n'avez aucune protection du travail. On est dans une précarisation. Là, on est dans une dramatisation de l'aggravation de ce que n'était déjà pas une bonne législation auparavant, qui avait été pensée, j'ai envie de dire, pour solutionner des problèmes, garder les enfants, mais il ne faut pas dépenser beaucoup, etc. Et assez peu, fort peu, voire très peu, s'intéresser aux conditions contractuelles de ces femmes. Aujourd'hui, on va encore beaucoup plus loin. On dit, oui, il fallait faire ça pour 180 € par mois. Fonction essentielle. Moi, au début que les gouvernements avaient pris cette législation-là, j'ai eu une enseignante dans une école qui me téléphone et qui me dit, mais Madame Maï, qu'est-ce qu'on va faire dans les écoles? Moi, la dame qui vient faire ça chez nous, on la connaît depuis 20 ans, on l'adore, elle est très bien avec les enfants, elle a sa lettre d'exclusion dans les mains. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant que ces femmes apparaissent comme des travailleuses. Ouais. Hein, c'est maintenant qu'elles sont révélées. Par l'exclusion, elles sont révélées. Et de ça, on n'est pas capable de trouver une solution. On dit, c'est pas grave, elles peuvent continuer à le faire, même si elles perdent leurs droits. Ouais, donc elles ont encore une situation encore pire qu'avant. Et c'est vrai que vous parliez de travail précaire, on voit, là c'est un exemple qui est évidemment très illustratif, mais on sait aussi que les femmes sont particulièrement présentes dans le soin, dans l'assistance aux personnes, dans les services de nettoyage, etc. Des choses aussi qui sont assez physiques. Oui. Donc là, par exemple, juste pour citer en chiffres, mais les femmes, elles représentent près de 60% des personnes en invalidité en Belgique. Donc, dans les malades de longue durée, on a une majorité de femmes. Mais on leur dit aussi, il faut retourner au travail dans des métiers, souvent, qui sont compliqués physiquement. Ah oui, tout à fait. Et on a l'air de dire, mais allez-y, il y a de l'emploi, hein, allez nettoyer, allez chez les gens, etc. Moi, j'ai pour habitude de dire, parce que je trouve que c'est très révélateur, que si j'ai quelqu'un qui vient nettoyer chez moi le jeudi matin, le lundi matin, elle a été chez quelqu'un d'autre, le lundi après-midi aussi, le mardi matin aussi, le mardi après-midi, mercredi. Quand elle arrive le jeudi chez moi, elle l'a dans les bras d'avoir été nettoyée dans plein de ménages, plus chez elle en général, et donc son corps est épuisé. Mais elle arrive chez moi, alors si j'ai une attitude traditionnelle, je vais vouloir le meilleur d'elle, puisque pour moi c'est la première fois.
dans la semaine. Et donc, je veux qu'elles soient au top. Et donc, ces femmes, elles sont épuisées. Et il y a très longtemps que, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui disent, mais ce sont des femmes qui devraient avoir de très bonnes conditions de travail. Ce sont des femmes pour lesquelles il faudrait étendre la reconnaissance de la maladie professionnelle. Ce sont des femmes qui devraient avoir accès à la pension plus tôt. Ce sont des femmes qui, quand elles doivent réduire leur temps de travail parce que physiquement, elles ne tiennent pas, plutôt que de s'appauvrir par le revenu qui se dégrade, on devrait avoir un complément, etc. Donc voilà un type de métier principalement porté par des femmes, qui est particulièrement pénible, et on pourrait en citer d'autres, il y en a d'autres, mais celui-là est particulièrement éloquent. Et donc, on est dans une société, je trouve qu'il faut bousculer tout le monde, autant les employeurs que les clients, j'ai envie de dire, pas du tout que les clients doivent être coupables, c'est pas ça que je veux dire. Ils doivent être conscients. Mais il faut prendre une conscience pour se dire, tiens, politiquement, comme client, qu'est-ce que je dois aller porter, moi, là, comme combat ? Exactement, dans les écoles. Moi, je veux que mes enfants soient gardés. Oui, mais enfin, dans quelles conditions ? Oui, en plus, je veux qu'ils soient bien gardés. Oui, alors quelles conditions de travail ? Je veux que chez moi, ça soit propre et nickel et que la personne soit toujours en forme. Oui, alors c'est à quel prix ? Pas seulement le prix du client, le prix de l'État et de la collectivité. Et oui, et ce sont aussi souvent des femmes qui sont dans les situations, pas que, mais d'aidantes proches, où on va réduire son temps de travail pour protéger, on va réduire son temps de travail parce qu'on n'a pas le choix que de s'occuper de son conjoint ou d'un enfant ou d'une maman, etc., etc. Tout ça dans la considération, la prise en considération par rapport aux pensions. On sait bien que les décisions sur les pensions ne sont pas encore prises, mais on a quand même de grosses raisons de crainte que les femmes soient fortement atteintes par les mesures qui soient là. Et donc ça veut dire que c'est parce qu'elles ont des carrières plus courtes, souvent. Plus courtes, des arrêts plus fréquents. Des temps partiels. Des temps partiels, etc. Et alors la remise au travail des malades de longue durée, les 100 000, etc. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens aient travaillé, mais qu'est-ce qu'on crée comme condition véritable de sortie de la maladie de longue durée, et surtout qu'est-ce qu'on crée comme solution véritable qui pourrait contrer alors les chiffres qu'on vient de dire, qui fasse qu'on ne devienne pas ces malades de longue durée tout en restant travailleurs, mais dans des conditions dignes et respectées. Et donc quand on voit aussi qu'on est dans des gouvernements qui ne sont pas favorables à des déblocages de salaire, qui très vite ont l'air de dire que un chouïa d'augmentation de revenus, c'est une grande embellie. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des tas de ménages aujourd'hui qui, même en allant travailler, ils sont tout juste, ou ils tirent le diable par la queue, et ce n'est pas toujours parce qu'ils sont dans la surconsommation. Il faut aussi casser les pattes à cela. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours la réalité. Et il y a des besoins qu'on doit rencontrer aujourd'hui qu'on ne devait pas rencontrer hier. Et voilà, donc il faut assumer, et ce n'est pas simple du tout. Alors, donc on le disait, de ce dimanche 8 mars, donc il y a une grande manifestation nationale dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Donc il y a un slogan général qui est non au définancement de la sécurité sociale. Et vous, au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, vous vous associez à cette manifestation et vous ajoutez le titre de votre communiqué, c'est « Femmes en marche contre la méritocratie ». Et dans ce communiqué, il y a une femme que vous accompagnez au niveau du réseau wallon qui dit « Les femmes pauvres ne manque pas de mérite, mais de droit ». Alors j'ai évidemment l'impression que de ce que vous dites dans les exemples, c'est vraiment ça, mais aujourd'hui, on attend quoi ? On estime que les personnes qui sont dans la pauvreté, en fait, elles n'ont pas de mérite. Oui, en tout cas, il y a un classement les bons pauvres et les mauvais pauvres. Ça a toujours été, mais c'est très présent aujourd'hui. Mais ce qu'on projette terriblement sur les gens qui sont dans la pauvreté aujourd'hui, et singulièrement si ces gens dans la pauvreté émargent à nos droits à travers la sécurité sociale. Vous savez, vous pouvez être pauvre, mais ne pas avoir de dette, être en ordre avec vos papiers, vivre derrière une façade et ne déranger personne ne va s'occuper de vous. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est dans une société qui est à un degré de violence comme celui-là. Et très individualiste. Et très individualiste, mais l'individualisme, il vient toujours de la manière dont on pilote un pays. Les gens ne deviennent pas individualistes intrinsèquement. L'individualisme, il se développe si les dispositifs publics, collectifs, la manière dont on gère les budgets, la manière dont on répartit l'espace, etc., conduit à l'individualisation, à se sentir c'est pour moi, etc. en priorité. Et c'est bien ça qui se passe ici, c'est qu'on
on entend bien qu'on est dans une société aujourd'hui où on n'arrête pas de dire « oui, mais maintenant, c'est la méritocratie qui compte. Hein. On doit se faire tout seul. Il suffit d'avoir de la volonté, d'être courageux. Il ne faut pas être capricieux, par exemple. Donc, accepter n'importe quel emploi, parce que vous comprenez, anciennement, on commençait à la pioche. Hein. Oui, mais anciennement, parfois, quand les gens commençaient à la pioche, leur métier s'améliorait. Aujourd'hui, on est plus sûr que quand on commence à la pioche, on ne va pas rester à la pioche et encore avoir moins bien. Parce que c'est un peu ça qui se passe dans la dégradation des conditions de travail. Et par ailleurs, les gens qui commencent à la pioche, ils mourraient parfois prématurément. Hein. Donc, on doit quand même souhaiter une société qui continue à progresser et qui ne régresse pas dans la réalité de vie, d'être en bonne santé tout au long de sa vie et de ne pas mourir le plus tôt possible. Mais donc, cette méritocratie, c'est laisser passer l'idée qu'il y a des gens qui se font tout seuls. Et ça, c'est laisser passer l'idée, ça c'est pour protéger les plus riches, hein, c'est pour protéger les possédants. C'est à eux, ils se sont faits tout seuls. Ils ont été courageux, ils se sont construits tout seuls, ils ont réussi leur entreprise tout seuls, ils ont réussi leur chemin politique tout seuls, hein, ils ont réussi leurs hautes études tout seuls. Tout ça. Mais que nenni, hein, il n'y a personne qui se fait tout seul. Vous, moi et l'ensemble de la collectivité, on a payé l'université à tous les universitaires. Hein. Les pauvres payent l'université à ceux qui peuvent la faire d'ailleurs, puisque eux, ils ne peuvent pas y accéder. Ils n'y arriveront sans doute jamais, mais ils cotisent par toute une partie, travailleurs pauvres et tout ça, et ils payent l'université. Donc, je veux dire, l'entreprise, elle bénéficie de subsides publics. Le plus grand patron du monde, il a des bras, des têtes qu'il fait travailler, il y a des subsides de l'État qui tombent, on installe des routes, on met de la 4G, de la 5G et de là, je ne sais pas encore quoi. De la 6 qui arrive, etc., avec de l'argent public, etc. Donc, c'est un mensonge, le fait qu'on se fasse tout seul et qu'on se réalise tout seul. Sauf que pour le moment, on est en train de l'appliquer sur les gens les plus vulnérables et les plus fragiles. Donc les gens qui n'ont pas de boulot, les gens qui ont des difficultés, les gens qui sont malades, etc. On est en train de dire, allez, secouez-vous, quoi. Vous êtes trop difficile pour le choix de l'emploi que vous voulez faire, vous êtes trop exigeant sur le mode de vie que vous voulez avoir, vous devriez quand même arriver à vous passer de certains nombres de choses dont bien d'autres ne se passeraient jamais dans leur vie pour arriver à vivre décemment, etc. Et donc, c'est vous, ça doit venir de vous. On vous a cocooné, la sécurité sociale vous cocoone. Hein, elle devient un privilège, en fait, c'est ça. Elle est un privilège. Elle est présentée comme un privilège pour les personnes. Et donc, nous, on dit non. À la méritocratie, il faut opposer les droits. Et c'est bien ça, la phrase qui vient d'une militante chez nous, qui dit « les femmes pauvres ne manquent pas de mérite, mais manquent de droits ». Ben oui, parce que les femmes pauvres, d'abord, elles font le mieux qu'elles peuvent avec les richesses dont elles disposent, matérielles et immatérielles. Mais si ces richesses dont elles disposent, matérielles et immatérielles, sont maigres, ben le mieux qu'elles peuvent, c'est maigre. Mais c'est le mieux qu'elles peuvent. Et pour faire ce mieux qu'elles peuvent, là, elles doivent bouffer toute leur énergie, toute leur force physique, tout leur potentiel, toute leur réflexion. Vous savez, quand on doit morceler des factures d'un mois à l'autre, il faut y penser. Il faut penser que le mois prochain, comme on n'a payé que la moitié le mois qui précède, il faudra garder une somme pour boucher ce trou-là. Ah oui, mais le mois prochain, il va peut-être arriver quelque chose. Ah oui, mais il y a le voyage scolaire. Ah oui, comment est-ce qu'on va y penser? Ah oui, mais il y a le propriétaire qui est passé. Il va venir changer ça. Ah oui, mais il y a le compteur à budget qui... Ah oui, mais... Et donc, je veux dire... Une complexité... Pauvre, c'est une vie dans une complexité énorme. C'est plein de paperasse. C'est plein de rendez-vous, c'est plein de contraintes. Et or, on est en train d'essayer de donner l'image que les personnes qui sont hors champ du travail, on oublie d'ailleurs là-dedans que dans le champ du travail, il y a plein de femmes pauvres, comme il y a des hommes pauvres, mais il y a plein de femmes pauvres. Mais ça, on out, ils sont au travail, donc c'est bon. Donc ça, c'est une terrible violence aussi. Elles sont au travail, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça, parfois, ça ne va pas du tout. Et pour beaucoup, ça ne va pas du tout. Et ça va encore se dégrader. Mais les autres qui ne sont pas au travail, alors là, elles ont la double, la quadruple et la cinquuple. Elles ont toutes les peines sur le dos. Ce sont vraiment des abuseuses, des profiteuses. Et pire que ça, c'est comme si elles piquaient dans la caisse. Oui, c'est ça. Donc la sécurité sociale, dans ce que certains essayent de faire passer comme message, ce ne sont plus des droits et ce n'est plus quelque chose qui nous rassemble dans une assiette commune, une assiette d'argent commune, qu'on décide de répartir pour arriver à créer une société juste, égalitaire, etc. Non, c'est comme si on venait piquer dans la caisse, presque comme si on venait piquer dans la poche individuelle de quelqu'un. Mais c'est l'argent de tous, la sécurité sociale, de tous et toutes.
Et cet argent de tous et toutes, on doit choisir de bien l'utiliser. Alors nous, notre modèle, c'est évidemment de choisir de l'utiliser pour construire l'égalité en droit, et donc le droit d'exister en autonomie et en toute liberté. Merci beaucoup Christine Mailly. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et je rappelle donc cette grande manifestation pour la journée internationale du droit des femmes. Aussi une manifestation la semaine prochaine, on peut peut-être le citer. Je ne sais pas si le réseau wallon s'implique aussi dans les manifestations nationales. Si vous partez avec vos militants, il y a la manifestation le 12 mars. Bruxelles, le 12 mars. Le 8 mars, puis le 12 mars, oui bien sûr. On fait partie de ce mouvement où j'espère qu'un très grand nombre de citoyens belges, et y compris les citoyens qui sont dans le confort aujourd'hui, ils doivent se rendre compte qu'on n'a aucun intérêt à morceler une société. Ils en seront victimes un jour, moins fort que d'autres, et peut-être pas dans leur portefeuille, mais on le sera en termes démocratiques, en termes de paix sociale, en termes de vie ensemble. On le sera. Ils seront touchés. Il faut qu'ils sortent aussi. Ils ne doivent pas se tromper de combat. Merci beaucoup Christine Mailly et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée.